ce que je vous propose pour enchaîner, c'est voilà, comment concrètement, et il y a vraiment plein de choses à faire, mais comment concrètement on peut faire le bilan radiophotométrique de son instrument, hein, donc soit radiométrique avec des expressions en watts ou en photons, ou photométrique associées à notre œil. Et en particulier, donc, tenter de faire l'estimation du rapport signal sur bruit sur la magnitude que l'on cherche à atteindre avec son instrument. Alors, voilà une photo que j'avais faite à Saint-Véran il y a à peu près une douzaine d'années avec un fisheye, hein, et, avec un Canon. Et là, au centre du champ, c'est pas par hasard, je vous ai mis Vega, hein. Donc, Vega, comme l'a dit Thierry, c'est l'étoile qui est très proche de l'étoile de magnitude 0 et comme on va le voir également, très proche d'une étoile d'indice de couleur A0 et qui peut nous donner une très très belle référence pour son instrument, hein. Donc, accrocher Vega, c'est vraiment sous nos latitudes, en plus en plein été, elle passe pas loin du zénith et on n'est pas loin de la masse d'air 1 pour comparer, après ça, faire son bilan radiométrique et essayer de regarder le fond de ciel. Également, ce dont on va parler, c'est du fond de ciel et la luminance du fond de ciel que vous voyez ici. Elle n'est pas du tout habituelle par rapport à ce qu'on connaît en plein jour. Par nuit sans lune, on a un fond de ciel, comme vous allez le voir, qui est plutôt rouge. Il n'est pas du tout bleu et il n'est pas du tout homogène dans toutes les bandes spectrales, et en particulier avec nos capteurs CCD et CMOS qui ont une sensibilité voilà, jusque vers 1 micron 10, eh bien, on va être confronté à un fond de ciel qui est plus brillant que ce que l'on peut apprécier à l'œil nu. Voilà, également par le passé, les astronomes amateurs faisaient facilement des séquences polaires. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier de faire, hein. C'est songer que voilà, quand on repère la grande ours, on va trouver la petite ours et on va pouvoir compter les étoiles ou identifier les étoiles les plus faibles que l'on peut percevoir à l'œil nu dans la petite ours, hein. Et en particulier, voilà, vous avez des petites étoiles ici qui font magnitude 5,5. Ici, il y en a une qui fait magnitude 7, voilà, 6, 9 exactement, hein, qui peuvent être de très très belles références également pour utiliser son œil pour apprécier la qualité du fond de ciel et la limite que l'on peut apprécier. Et puis, on ne peut pas faire autrement. Avec son télescope, on va vouloir apprécier quelle est la magnitude maximale limite et quel meilleur exemple que le Hubble Deep Field là, qui avait été fait il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années maintenant, hein, où comment sur des centaines d'heures, on peut apprécier finalement également la luminance du fond de ciel, qui n'est pas complètement noir, et puis apprécier quel est l'éclairement délivré par voilà, les petites taches les plus petites que l'on peut discerner dans son Hubble Deep Field. Et je vous invite vraiment à avoir cette approche avec votre télescope. Quelle est la magnitude limite et quel est le rapport signal sur bruit que je peux sortir de mon fond de ciel? Et ça va être vraiment la problématique dont va nous parler Antoine à 14 heures pour confirmer les alertes d'ondes gravitationnelles et tenter de détecter leur contrepartie optique ou mettre une borne. La contrepartie optique est plus faible que tel niveau d'éclairement. Voilà, donc je vous propose de regarder donc comment on va établir son bilan radiophotométrique, et pour faire ça, donc voilà, si vous avez téléchargé le lien, et encore une fois, excusez-moi, je pensais l'avoir fait tout à l'heure en envoyant ça par courrier électronique, mais je me suis bâché dans mes fichiers Excel. Mais voilà, vous allez télécharger un fichier Excel et après ça, vous allez pouvoir naviguer là dans tous ces onglets, hein, pour apprécier votre fond de ciel, mettre vos hypothèses et puis en finale, voilà, bâtir votre bilan photométrique, faire voilà, l'analyse de la luminance spectrique de votre source, c'est ce que nous a expliqué Thierry.
Et là, en fonction de la longueur d'onde, vous voyez de 270 nanomètres jusqu'à 1 micron 1, la borne à peu près de la sensibilité spectrale de vos capteurs silicium, et bien faire le calcul de l'intégrale et finalement le nombre de photoélectrons par seconde par mètre carré que vous pouvez collecter. Mais je commence par la fin, hein, et faire ça également sur des objets du système solaire qui sont éclairés par le soleil. Et puis, en finale, calculer, comme vous allez le voir ici, un rapport signal sur bruit que vous pouvez espérer trouver. Mais je vais à la fin là, pour vous donner le cheminement de ma présentation. Voilà, donc mon plan, il est le suivant. On va faire un très rappel de radiophotométrie, mais Thierry a fait beaucoup de choses là déjà, et simplement, je vais me concentrer sur la magnitude et le problème de la conversion de ces magnitudes en photons par seconde par mètre carré auquel on est confronté. Donc, calculer l'éclairement des étoiles dans les différents systèmes d'unités, et puis faire le calcul également de l'éclairement des objets éclairés dans le système solaire par le Soleil. Et puis on terminera par la problématique de la luminance du fond de ciel, que je n'ai pas complètement intégré dans cette feuille de calcul, et c'est peut-être mon chantier de cette année. En dehors du cas d'un ciel sans lune, pourquoi pas effectivement faire la prédiction de la luminance du fond de ciel en fonction de la présence de la lune et en fonction de la longueur d'onde. Voilà. Et tout ça pour effectivement vous permettre de jouer avec cette feuille de calcul pour regarder l'influence. Qu'est-ce qui se passe quand je change mon temps d'exposition? Qu'est-ce qui se passe quand je mets un réducteur de focale ou au contraire j'allonge ma focale? Qu'est-ce qui se passe quand je fais du binning avec mon capteur, ou qu'est-ce qui se passe quand je passe de mon ancien CCD qui faisait peut-être 9 microns de papixels à des nouveaux capteurs CMOS qui ont un capteur de 2 microns de pas, par exemple. Et pouvoir au moins voilà, apprécier en relatif ce qui va se dérouler sur notre rapport signal sur bruit. Et puis voilà, on pourra faire une conclusion ensemble. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être voilà, une action à faire par rapport à Gaïa et au catalogue de Gaïa qui vient bouleverser nos anciens catalogues U, BV, RI pour se raccrocher à des sources de référence. Voilà, donc rappel de radiophotométrie, donc je vais avancer très vite. L'angle solide, vous avez compris. L'étendue géométrique, vous avez compris aussi ce que c'était. Vous avez compris également ce qu'était un flux, une intensité, un éclairement et une luminance. Et ça également donc dans les unités photométriques liées à l'œil, mais également dans les unités radiométriques en watts par mètre carré ou en watts par mètre carré par stéradian pour la luminance radiométrique. Simplement, voilà, un retour sur deux choses qui sont vraiment très fondamentales, dont a parlé Thierry. Là, vous voyez un écran blanc. J'ai fait exprès de mettre cet écran blanc. Et quand vous voyez cet écran blanc, vous appréciez une luminance. Vous appréciez en anglais une radiance. Et il faut bien se rendre compte que vous approchez l'œil de l'écran, vous éloignez l'œil de l'écran, vous percevez toujours la même luminance. La luminance est conservée, elle est toujours la même. La luminance de la surface du Soleil qu'on apprécie sur le disque solaire depuis la Terre, on serait sur Vénus ou sur Mercure, cette luminance serait la même. Bien sûr, l'angle solide sous lequel on voit le Soleil est différent, mais la luminance est une constante. Également de nuit, et là je vous ai mis une luminance sombre, elle n'est pas complètement noire, votre écran va générer une luminance résiduelle. Donc c'est une luminance qui est également une constante tout au long de votre nuit, qui va varier bien sûr si on a de la lune, si on a une situation crépusculaire, mais la luminance du fond de ciel noir par nuit sans lune en présence des étoiles, c'est
une grandeur fondamentale également qui est très intéressante de mesurer, hein, et on peut le faire, et c'est quelque chose, comme vous le savez, avec le paradoxe d'Olbers et à toutes ces présentations qu'on peut avoir là, pendant les réunions, par exemple, de la commission cosmologie. Cette luminance résiduelle du fond de ciel, c'est quelque chose qui nous met en contact avec le Big Bang, avec le fait que l'univers n'est pas infini à 14 milliards d'années. Et c'est quelque chose, voilà, qui est vraiment très appréciable et qui pourrait donner lieu à une autre conférence. Comment on fait la mesure en amateur de la luminance du fond de ciel et comment on peut contraindre le Big Bang. C'est quelque chose qui est vraiment très sympa. Et la situation que l'on a, vous l'avez ici, on va vouloir détecter un point non résolu. Et ce point non résolu, cette étoile, est peut-être une étoile très faible, elle nous délivre un éclairement. Et cet éclairement, par contre, varie de manière inversement proportionnelle avec le carré de la distance. Donc, j'approche mon œil de ce point, je l'éloigne, et bien, je vois l'éclairement que je perçois qui varie de manière inversement proportionnelle avec le carré de la distance. Quand on parle d'éclairement, c'est toujours un peu pénible dans le domaine de l'ingénierie, des fabricants de caméras, des fabricants de télescopes. Les gens parlent d'éclairement et en fait, on a l'impression que c'est toujours le même éclairement dont on parle. Et en fait, on parle de 3 éclairements. Et il faut tout de suite, quand quelqu'un vous parle d'éclairement, identifier est-ce que c'est l'éclairement E1 ? Alors voilà, dans mes cours, j'ai simplifié par ces 3 termes, E1, E2, E3. Ah, d'accord, là on me parle d'un éclairement E1, l'éclairement qui arrive sur une scène, l'éclairement qui arrive sur la surface de la Lune, l'éclairement qui arrive sur la scène autour de moi, sur mon bureau, sur le paysage, et qui est issu de toutes les sources, du soleil, comme nous l'a montré Thierry, la Lune, les étoiles, et cet éclairement est déposé sur notre environnement. Après ça, on a un deuxième éclairement, c'est l'éclairement que l'on va avoir en entrée pupille, à l'entrée de la pupille de notre œil ou à l'entrée de notre télescope. Donc, on va avoir des watts par mètre carré ou des lux ou des photons par seconde par mètre carré. Et après ça, troisième niveau d'éclairement fondamental à maîtriser, c'est l'éclairement qui va arriver sur notre plan focal, sur notre détecteur. Donc, on va avoir à nouveau des lux, des watts par mètre carré ou des photons par seconde par mètre carré, et que le pixel va intégrer sur sa surface sensible. Et ça va nous permettre de remonter au flux, effectivement, que va pouvoir intégrer le pixel. Voilà. Et lorsqu'on parle de magnitude en astronomie, eh bien, dans le cas général, la magnitude, c'est un éclairement. La magnitude donnée par les étoiles de magnitude 0, de magnitude 6, eh bien, c'est un éclairement. Alors, c'est soit un éclairement E1 lorsqu'on regarde une scène, ou soit c'est un éclairement E2, c'est un éclairement qui arrive en entrée pupille. On utilise également un terme de luminance pour caractériser la magnitude du fond de ciel. Et dans ce cas-là, on va parler de grandeur en unité de magnitude par arc seconde carré. Donc les arcs secondes carrés, vous avez compris, ces arcs secondes carrés, c'est un angle solide. Et l'arc seconde, c'est 5 microradians. Donc l'arc seconde carré, c'est 25 10 moins... donc, un arc seconde, c'est 5 microradians. Et donc, l'arc seconde carré, c'est 25 10-12 stéradians. On parle également de temps en temps de magnitude absolue des étoiles en les mettant à 10 parsec. Et donc, quand on parle de magnitude absolue, là, la grandeur qui est mesurée, en fait, c'est une intensité, comme nous l'a expliqué tout à l'heure Thierry. Et on va parler d'éclairement E2 pour les étoiles, et un peu la situation paradoxale, cet éclairement E2, on va la situer en dehors de l'atmosphère. Bien sûr, c'est rarement la situation que l'on connaît, on va toujours observer cet éclairement E2 filtré par l'atmosphère, d'où l'importance de maîtriser la transmission de l'atmosphère dont on va parler également.
Voilà, donc pour compléter ce tableau que vous a montré Thierry, hein, de toutes ces unités, de tous les systèmes d'unités qu'on utilise en radiométrie, en photovisuel, en photonique et en unité astronomique, voilà toutes ces correspondances. Hein, et donc, ce que va vous permettre de faire cette feuille de calcul, c'est finalement de pouvoir naviguer entre tous ces systèmes d'unités, hein, comment on va raccrocher des magnitudes d'étoiles à des lux, à des watts par mètre carré ou à des photons par seconde par mètre carré. Donc, c'est ce qu'on va faire ce matin. Donc, comme vous l'avez expliqué également Thierry, donc, voilà, lorsqu'on parle d'unité photométrique, on se raccorde à l'œil et on se raccorde à la sensibilité spectrale de l'œil. Et donc, on va pouvoir raccrocher les magnitudes dans la bande V, dans la bande visuelle. Il ne faut pas dire que c'est la bande verte, même les Anglais utilisent la bande V. C'est V comme vert, comme visuel et non pas comme vert. Sinon, on utiliserait, les Anglais utilisent la bande G pour caractériser la bande verte. Voilà. Et puis cette bande spectrale, eh bien, on peut aussi naviguer dans les autres bandes spectrales. Et on a eu plusieurs systèmes photométriques qui ont été définis depuis après-guerre pour aller dans le bleu, le rouge, l'infrarouge et le U, et je n'irai pas dans les bandes J, K et LM. Voilà. On parle aussi historiquement de magnitudes photographiques qui font référence à nos anciennes plaques photo qui étaient surtout sensibles dans le bleu et un peu dans le vert. Et puis également, on peut parler de magnitudes bolométriques lorsqu'on utilise l'intégration du flux dans toutes les bandes spectrales définies par la loi de Planck. Voilà, au départ, donc, on définit la première unité, c'est la candela, la chandelle en latin, hein, qui définit au XVIIIe siècle la bougie comme référence photométrique. Alors bien sûr, cette bougie était vraiment pas très pratique parce que rien de plus variable qu'une chandelle à une autre, suivant la forme de la mèche ou suivant la graisse utilisée. Et au XIXe siècle, finalement, on définit le platine en fusion, le point de fusion du platine à 2045 K pour définir la candela. Et vous allez voir, c'est très pratique parce qu'effectivement, on a des étoiles qui sont à 2045 K. Et la chandelle, la candela, donc, correspond à un corps noir de 2045 K avec une surface de 1/60 de centimètre carré. Donc, vous voyez, ça fait une surface voilà, de quelques, un peu moins, un peu plus que 1 mm carré, 1,6 mm carré. Et ça peut correspondre en plus à un filament de tungstène également. Voilà. Et cette définition de la candela a été redéfinie en 1979 comme étant définie par une source monochromatique à 555 nanomètres qui correspond au maximum d'émission spectrale de l'œil, hein, ou plus exactement à 440 10 puissance 12 Hertz, qui correspond à 555 nanomètres. Et voilà, cette chandelle fait 1,683 watts par stéradian en intensité. Voilà, cette chandelle, c'est vraiment une de nos constantes fondamentales. Et elles ont été, comme vous le savez, redéfinies le 20 mai 2019. On a redéfini la fréquence pour le temps, la vitesse de la lumière, la constante de Planck, la charge de l'électron, la constante de Boltzmann, le nombre d'Avogadro, le nombre d'atomes qu'il y a dans une mole. Et il y a la définition donc de la candela. Et toutes ces unités aujourd'hui sont définies d'une manière absolue. Il n'y a plus aucune incertitude. Donc c'est vraiment très intéressant de se raccrocher à ce système d'unités, parce que là, on touche vraiment quelque chose de fondamental. Il n'y a plus d'incertitude et on doit pouvoir se raccrocher à ce système d'unités dans tous les laboratoires et avec votre télescope. Et toutes les incertitudes vont être construites après
avec toutes les incertitudes liées voilà, à la définition de votre instrument, à votre pixel, à votre caméra, à vos conditions de transmission atmosphérique. Donc, le système photométrique fait référence à la sensibilité spectrale de l'œil. Cette sensibilité spectrale de l'œil, ça pourrait donner lieu à un autre cours. Je le ferai d'ailleurs à la rentrée. On fera un cours sur l'œil, c'est vraiment toujours intéressant. Mais voilà, songez que c'est paradoxalement pour nous qui travaillons de nuit, c'est la sensibilité photométrique de l'œil de jour qui est utilisée comme référence, hein, qui est donnée par cette courbe. Et de nuit, malheureusement, la nature fait mal les choses, contrairement à ce qu'on lit dans beaucoup de livres. De nuit, la sensibilité de notre œil est décalée dans le bleu, alors que, comme on va le voir, le maximum de flux des étoiles de nos sources sont plutôt dans le rouge et dans l'infrarouge. Voilà, également, je ne veux pas rentrer dans le détail, c'est ce qu'on verra, c'est l'objet d'un autre cours. La nuit, la sensibilité de l'œil est multipliée par un facteur 300 par un double phénomène qui est la dilatation de la pupille et la génération de la rhodopsine dans les bâtonnets. Donc, quand on parle de magnitude V, c'est la magnitude comme dans le visible. Et cette magnitude donc, a été définie par l'équation de Pogson pour se raccrocher au système des grandeurs faites par Hipparque dans l'Antiquité. C'est une échelle logarithmique. Voilà, quand on a une différence de magnitude entre deux objets de 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh bien, on met en regard donc, le logarithme d'un rapport de flux. Voilà. Et donc, ce ratio de flux dont on prend le logarithme décimal multiplié par 2,5, exactement par moins 2,5, et vous allez avoir la différence de magnitude avec votre source de référence, qui peut être une étoile de magnitude 0. Une étoile de magnitude 0 va délivrer un éclairement donc dans la bande de l'œil de 2,65 10-6 lux. Voilà. Et puis, par contre, donc on peut inverser cette équation. Le rapport des flux va correspondre à la racine cinquième de 100 mis à la puissance de la différence des magnitudes. Et ça va vous donner donc, le rapport des flux lorsqu'on connaît la différence de magnitude. Ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, voilà, ce qui est donné par cette équation, c'est qu'un rapport 100 de flux correspond à une différence de 5 magnitudes. Une différence de 5 magnitudes correspond à un facteur 100 en éclairement. Et en suivant la loi en inverse du carré de la distance, ça veut dire pour deux sources, deux étoiles qui auraient la même magnitude absolue, si on constate un écart de 5 magnitudes, eh bien, ça correspond à un rapport racine de 100 pour les distances. Et donc, ça correspond à un facteur 10 pour la distance des étoiles. Alors, pour convertir entre les différents systèmes d'unités, eh bien, voilà les grandeurs voilà, qui peuvent nous permettre de se raccrocher, mais elles supposent de connaître également la répartition spectrale des flux, ou la répartition spectrale, plus exactement, des luminances, comme on va pouvoir les avoir avec la loi du corps noir. Et voilà, songez que voilà, dans la bande de l'œil, qui ne fait que 100 nanomètres de large, eh bien, voilà, une source de 2,65 10-6 lux va correspondre par ce facteur de conversion de 683 lumens par watt, et que l'on va multiplier par 10 pour passer de 100 nanomètres de largeur de bande, qui est la bande équivalente de largeur de l'œil. Je reviens sur la largeur de l'œil. C'est vrai qu'on dit toujours que l'œil a une sensibilité de 300 à 750 nanomètres, mais ce qui est seulement intéressant, c'est si on veut faire des intégrales simples, c'est quelle est la largeur à mi-hauteur de cette sensibilité spectrale de l'œil. Ici, vous l'avez malheureusement en échelle logarithmique, mais ici, voilà, si vous prenez
Si vous rabotez cette loi à 50% de sa valeur, eh bien, vous voyez que vous avez une largeur qui fait 98 nanomètres de large. Et donc, en multipliant par 10 également cette largeur, vous allez avoir donc l'éclairement en watts par mètre carré par micron de bande spectrale autour de la bande du visible. Et ce micron de bande spectrale, c'est pas mal parce que c'est pas loin d'être la largeur de la bande spectrale, c'est 600 nanomètres, la largeur de la bande spectrale de votre capteur silicium. Voilà, mais de manière plus fondamentale et plus utile pour nos capteurs qui sont photoniques, qui convertissent des électrons sur l'excitation de photons, eh bien, vous voyez également une étoile de magnitude 0. Ça correspond à une étoile qui fait 10 puissance 11 photons par mètre carré, par micron et par seconde. Voilà. Et lorsqu'on va vouloir s'intéresser, par exemple, à des étoiles de magnitude 20, par exemple, comme va nous en parler Antoine, ce qui peut être parfois illusoire, mais parfois peut-être on peut le toucher du doigt, eh bien, on va raisonner, bien sûr, vous voyez, on a 4 fois 5 magnitudes d'écart, et donc ça veut dire non pas un facteur 100, mais un facteur 100 à la puissance 4, donc vous avez 10-8 fois moins de photons que par une étoile de magnitude 0. Voilà. On va parler également de millimagnitude. Alors, la millimagnitude, ce n'est pas le millième de l'éclairement d'une étoile de magnitude 0, ou c'est plutôt, c'est presque le millième d'un écart de une magnitude. Mais comme vous voyez, la millimagnitude, ça va être un rapport d'éclairement. Donc, je vous l'ai mis ici, 1 millième de magnitude. En fait, ça correspond à un rapport d'éclairement entre les deux sources de 1,30 et 1,9. Donc, c'est effectivement, si on fait ce rapport, donc F1 sur F2, donc on va avoir également F1 qui va être égal à F2 plus une petite variation de flux. Et cette petite variation de flux, comparée à ce flux initial, va correspondre à 0,0009. Donc, c'est presque un millième, mais c'est un peu moins qu'un millième en éclairement. Voilà. Et puis également, donc, voilà, on a défini historiquement plusieurs bandes spectrales, l'UBVRI. Alors, c'est vrai que certains s'accrochent à dire qu'il faut absolument des filtres UBVRI de Johnson et Cousins. C'est pas ça qui est important. Ils sont même pénalisants, ces filtres. Ce qui est important, c'est quand vous avez un filtre, voilà, maîtrisez bien sa bande spectrale, sa largeur à mi-hauteur, son pic, pour finalement vous raccrocher, délivrer toujours à des watts par mètre carré par micron dans la bande où vous avez fait votre mesure. Et c'est vrai que ces filtres qui étaient faits avant avec vous savez, le Vraten ou des Schott a fait ces filtres en verre avec des oxydes. Aujourd'hui, on sait les faire avec des couches minces, avec des filtres qui peuvent avoir des réponses carrées, avec une bien meilleure transmission spectrale, et puis voilà, avec une bande spectrale bien mieux définie, bien mieux contrastée. Et ce qui est important, c'est voilà, maîtriser bien la bande spectrale de vos filtres. Ne cherchez pas forcément à vous raccrocher à ces bandes UBVRI. Par contre, il faut bien maîtriser ces bandes parce que ce sont dans ces bandes qu'on va trouver nos catalogues de référence d'étoiles. Alors, notre étoile de magnitude 0, donc la plus proche, c'est Vega. Effectivement, Vega est malheureusement un petit peu trop chaude. Vega, en fait, fait magnitude dans le visible 0,3, si on veut être précis. Mais comme vous le voyez ici, vous avez voilà, une mesure d'éclairement spectral de Vega. Donc là, vous avez des unités en watts par mètre carré par nanomètre de bande spectrale. Et vous voyez que voilà, si on compare l'éclairement spectral de Vega avec un corps noir, eh bien, en dehors voilà, des raies d'absorption de l'hydrogène,
qui provoque ici la discontinuité de Balmer là qu'on a dans l'ultraviolet, de Lyman plutôt dans l'ultraviolet, eh bien, vous voyez, cette courbe est vraiment très proche de celle du corps noir. Et même, ce qui est intéressant, c'est finalement de mesurer la réalité de Vega par rapport au corps noir peut vous permettre d'apprécier également l'absorption de l'atmosphère de l'étoile. C'est vraiment quelque chose également de très intéressant. Voilà, donc je vous propose, on va basculer sur la feuille de calcul. Alors, il faut que je revienne ici. Donc, dans cette feuille de calcul, vous avez, j'ai fait un petit doc, un petit aide-mémoire, quelles sont toutes les étapes que vous avez à franchir là, pour renseigner cette feuille de calcul. Et donc, voilà, vous avez ici donc, les constantes fondamentales ou les constantes secondaires qu'on va utiliser, hein, comme l'unité astronomique, comme le rayon du soleil, comme voilà, la référence de la magnitude V0. Mais vous avez aussi la vitesse de la lumière qu'on va utiliser en particulier pour convertir eh bien, l'énergie du photon avec les watts par mètre carré. L'énergie du photon est donnée par Hc, la constante de Planck multipliée par la vitesse de la lumière et divisée par la longueur d'onde. Et ça va nous donner un trouble, une non-linéarité entre les watts par mètre carré et le nombre de photons que l'on reçoit. Et c'est la bonne surprise que l'on va avoir, c'est qu'on a beaucoup plus de photons voilà, dans le rouge et dans l'infrarouge que dans le visible, grâce à la diminution de l'énergie du photon quand on va dans les grandes longueurs d'onde. Ici, je vous ai remis ce tableau de conversion. Voilà, là, vous avez une feuille de calcul. Vous pouvez mettre n'importe quel, je le fais en direct, vous voyez, par exemple, vous avez eu un écart de magnitude, je ne sais pas, de 2,35 et vous voulez connaître le rapport des éclairements des flux, eh bien, vous allez l'avoir automatiquement avec cette feuille de calcul. La définition des filtres UV-VRI qui sont utilisés généralement, vous les avez ici également, donc le lambda pi qui est la largeur équivalente à mi-hauteur de la bande, et le niveau d'éclairement 0 d'une étoile de type spectral A0 pour avoir donc la magnitude 0, l'éclairement en watts par mètre carré par mètre de longueur d'onde d'une étoile voilà, qui pourrait être Vega par exemple. On n'est pas loin de Vega, mais dans la bande bleue, dans la bande rouge, dans la bande I. Vous avez la conversion. Et ensuite, donc, voilà, toutes les étoiles, en général, sont dans les catalogues renseignés par un indice de couleur, le B-V, parfois le V-R ou le U-B. Et ce qui va nous intéresser, c'est lorsqu'on connaît voilà, l'indice de couleur de l'étoile, eh bien, on sait le raccrocher à un type spectral hein, qui est baptisé par des lettres O, B, A, F, G. O, be a fine girl, kiss me right now, sweet Earth. Et plus précisément par des chiffres également, on peut avoir une étoile de type O0, O5, O7, O9. Après ça, on bascule à B0, B1, B2, B3, B5. Et donc, lorsque vous avez l'indice de couleur, vous pouvez connaître le type spectral de votre étoile. Et si votre étoile est bien une étoile de la séquence principale, comme à peu près 90% des étoiles, mais méfions-nous des géantes ou des supergéantes, eh bien, vous voyez ici la correspondance avec la température du corps noir qui fait la meilleure approximation avec cette étoile. Et donc, voilà, une étoile de type A0, ici, ça va être une étoile qui fait à peu près 9000 Kelvin, 9500 Kelvin de température. Bon, voilà, Vega est une étoile qui est plutôt de type B7 et un peu plus chaude, à 13 000 Kelvin. Et grâce à ça, vous allez pouvoir tracer la luminance spectrale de votre étoile dans votre feuille de calcul. Alors après ça, on va revenir après sur le fond de ciel, mais je viens voilà, sur le cœur de cette feuille Excel qui est la feuille
où vous allez rassembler toutes vos hypothèses pour faire votre bilan radiométrique. Et donc, voilà, la première chose que vous allez renseigner, c'est finalement l'étoile que vous allez regarder, votre étoile de référence, quelle est sa température. Et donc là, par hasard, j'ai mis 2045 K, vous vous souvenez, c'est la température du filament de platine. Mais pourquoi pas, vous pouvez mettre ici, voilà, 4800 Kelvin. On va changer la valeur et on va voir l'impact que ça a sur l'éclairement en luxe que vous pouvez recevoir. Mais je vais revenir en arrière et je vais mettre, non pas par hasard, c'est 2045 K. Et donc, voilà, quand vous avez renseigné ce champ et quand vous avez également renseigné ici la magnitude de votre étoile qui vous intéresse, eh bien, vous interagissez, vous êtes en train de définir, alors il y a une feuille qui s'est glissée ici, mais voilà, vous êtes en train de définir ici la loi de la luminance spectrale de la source que vous allez considérer et intégrer sur vos pixels. Donc ici, vous avez les longueurs d'onde, vous voyez, qui défilent. Donc ici, l'expression est en mètres, donc on est à 270 nanomètres ou 0,27 microns. Donc, vous voyez, je change la longueur d'onde par pas de 10 nanomètres en 10 nanomètres. On peut faire plus fin si on veut être plus raffiné, mais bon, même 100 nanomètres pourrait être suffisant. Mais voilà, bon, je pense que c'est pertinent quand même de le faire de 10 nanomètres en 10 nanomètres parce qu'on connaît bien la définition de l'efficacité de l'œil avec ce pas-là. Et ici, j'ai intégré, ici vous avez la formule de la loi de Planck, sur laquelle je reviendrai, que nous a introduit Thierry. Et ici, vous avez la loi de Planck en photons par seconde par mètre carré par stéradian. Et ici, la loi de Planck en watts par mètre carré par stéradian et par mètre de longueur d'onde. Ici également, c'est par mètre de longueur d'onde. Et donc, vous pouvez faire ce calcul très précisément, qui est induit par la définition de la température. Et puis, voilà, l'efficacité de l'œil dont on a vu la courbe tout à l'heure va vous permettre de faire la conversion des watts par mètre carré par stéradian et par mètre avec le facteur d'efficacité de l'œil pour toutes ces longueurs d'onde dans le domaine photopique. C'est un peu le paradoxe de jour. Et vous allez en bas de la feuille de calcul, donc ça s'arrête voilà, autour de 750 nanomètres. Et en bas de la feuille de calcul, vous allez pouvoir faire la somme, la somme de tous. Alors c'est plutôt la somme, c'est la somme de ce produit, de cette valeur ici par l'efficacité de l'œil. Et c'est ce que vous avez ici. Ici, vous avez la luminance photopique. Et vous en faites l'intégrale. Et là, vous allez trouver donc 6 10 puissance 5 lumens par mètre carré par stéradian. Vous multipliez ça par la surface de votre corps noir, donc qui a été défini tout à l'heure comme étant 1/60e de centimètre carré, et vous retrouvez ici le nombre de candélas que vous avez, et là vous vérifiez que vous avez bien un candéla, donc la définition de la chandelle du 19e siècle, du corps noir, voilà. Et alors, chose également gratuite que vous avez, c'est lorsque vous connaissez la magnitude de votre étoile et donc la luminance de votre étoile, le ratio entre les deux, vous vous souvenez également dans la présentation de Thierry Lépine, ça correspond à un angle solide. Et donc, en faisant ce rapport, vous remontez à l'angle solide qui est inaccessible autrement, mais vous avez l'angle solide de votre étoile. Donc, on va le faire en temps réel. Par exemple, donc, dans les hypothèses, donc là j'ai mis une étoile de magnitude 12, mais par exemple on pourrait mettre une étoile de magnitude 0. Eh bien, vous allez voir tout de suite changer ici
l'angle solide sous lequel on voit cette étoile. Et donc, en divisant par pi, en prenant la racine, vous avez le diamètre angulaire de l'étoile, ce qui peut être très intéressant à apprécier, effectivement, parce que c'est quelque chose que l'on peut apprécier pendant les occultations par les astéroïdes, les occultations très lentes ou les occultations des étoiles les plus brillantes. Eh bien, on peut apprécier le diamètre apparent de l'étoile. Et ici, vous avez un bon moyen de faire cette mesure. Voilà, donc vous voyez la loi du corps noir, voilà, vous l'avez ici dans cette feuille de calcul. Hein, donc on a vu dans la feuille de calcul également voilà, faire la relation entre le type spectral de l'étoile et son indice de couleur et remonter à sa température. Voilà, et on a vu les étoiles de magnitude 0. Donc la loi du corps noir, Thierry vous l'a montré tout à l'heure. Hein, donc les deux lois qu'on utilise la plupart du temps, ce sont les lois en watts par mètre carré par stéradian et par mètre. Hein, donc elle a cette allure-là, et c'est une loi qui varie comme la puissance -5 de la longueur d'onde. Et lorsqu'on parle en photons par seconde par mètre carré par stéradian et par mètre, eh bien, ça devient une loi en puissance -4 de la longueur d'onde. Et songez que si on utilise, comme mes collègues radaristes, des lois en fréquence hein, des radiations électromagnétiques, c'est une loi qui passe comme le cube. Voilà, et tout ça, ça pourrait donner lieu, c'est un de mes cours, là, toujours d'explication, et comme quoi toutes ces unités sont un peu fallacieuses et que pour bien faire et bien comparer les choses dans des grandes bandes spectrales, eh bien, il faut faire comme les musiciens et se raccrocher à des systèmes d'unités qui sont des octaves. Mais tout ça, c'est l'objet peut-être d'un autre cours qu'on fera l'année prochaine. Voilà. Pour les objets du système solaire, donc, la situation est un peu différente. Donc, les objets du système solaire sont éclairés par le Soleil. Thierry vous a montré comment calculer la constante solaire, comment on peut calculer donc l'éclairement E1 au niveau de la Terre délivré par un corps noir à 5800 Kelvin. Mais songez qu'on peut généraliser cette approche et calculer la constante solaire non pas au niveau de la Terre, mais au niveau d'un astéroïde à une autre distance. Et donc, on va calculer l'angle solide présenté par le Soleil à la distance de cet astéroïde. Et donc, cet angle solide frontal, comme pour reprendre l'expression de Thierry, va être égal à pi, le diamètre du Soleil au carré divisé par 4 et divisé par la distance, divisé par le carré de la distance entre le Soleil et l'astéroïde. Voilà, et donc ça va vous permettre de calculer l'éclairement E1 délivré au niveau de l'astéroïde, hein, donc qui va être égal à la luminance du Soleil multipliée par cet angle solide. Et puis après ça, cet astéroïde va nous réfléchir un flux, hein, et la réflexion de ce flux va nous être donnée d'une part en calculant la surface apparente de l'astéroïde, hein, donc, qui peut être une patate et non pas comme l'approximation que je fais ici comme un objet sphérique. Mais donc, la section droite de l'astéroïde va être donnée par pi, le diamètre apparent de l'astéroïde au carré divisé par 4. Et puis, si on fait l'hypothèse qui est tout à fait logique d'une réflexion lambertienne, eh bien, ce rayonnement va être délivré non pas dans 2 pistes radians, non pas dans 4 pistes radians, mais lorsqu'on est proche de l'éclairement normal, ce qui va être le cas lorsqu'on va observer notre astéroïde de manière apparente, eh bien, voilà, pour avoir l'intensité, on va diviser ce flux par pi, et grâce à ça, on va avoir accès à l'intensité de l'astéroïde. Mais en final, ce qui nous intéresse, c'est finalement l'éclairement apparent donné par l'astéroïde au niveau de la Terre, et donc cet éclairement apparent va être donné par voilà, ce produit de la luminance du Soleil multiplié par l'angle solide sous lequel l'astéroïde voit le Soleil, multiplié par la section droite du Soleil, de l'astéroïde, pardon, multiplié par l'albédo de l'astéroïde, ce coefficient ρ, divisé par pi,
et divisé une dernière fois par le carré de la distance entre l'astéroïde et la Terre. Et tout ça, ça va nous donner l'éclairement que l'on va recevoir sur Terre. Et comme vous l'a montré également Thierry, on peut faire également certaines corrections. La correction de l'angle de phase, on ne voit pas forcément la Lune un jour de pleine Lune ou l'astéroïde un jour de plein astéroïde. Et donc, pour corriger cet angle de phase, donc, il va falloir multiplier donc, par le cos carré θ de l'angle qu'il y a entre la direction du Soleil et la direction sous laquelle on observe cet astéroïde. Mais ici, je vais faire l'approximation que ce cos carré θ, que cet angle est très petit et que ce cos carré θ est unitaire. Voilà, et donc je reviens, vous voyez, dans voilà, cette feuille de calcul, et c'est l'opération qui est réalisée ici. Vous définissez le rayon de l'orbite de votre astéroïde, voilà, en unités astronomiques. Vous voyez, là, j'ai mis un astéroïde à 2,8 unités astronomiques, comme la Boyer, comme Cérès, en gros. Donc, vous pouvez convertir ça en mètres, et donc vous pouvez calculer l'angle solide sous lequel vous voyez le Soleil. Vous pouvez définir ici le diamètre de votre astéroïde. Là, c'est un astéroïde qui fait 10 km, mais vous pouvez en changer la valeur en temps réel. Allez, on va en prendre un plus grand, voilà, de 100 km. Voilà. Et puis, vous définissez l'albédo. On a vu tout à l'heure, l'albédo de la Lune est de 7%. Là, j'ai mis 10%. Mais vous pouvez voilà, mettre une chondrite carbonée ou un objet métallique ou un objet très blanc, comme en faisant varier cet albédo. Et puis, vous rentrez la distance en unité astronomique de l'astéroïde par rapport à la Terre. Et grâce à ça, vous allez faire tourner votre feuille de calcul. Ah oui, là, je fais des erreurs, il ne faut pas que je fasse ça. Je n'accède pas à voilà, à ma bonne feuille de calcul. Voilà, vous avez... oui, alors, là, j'ai un problème dans ma feuille de calcul. Je ne sais pas ce qui s'est produit. Parce que j'avais des belles courbes et il y a eu des changements d'unité en changeant d'Excel. Mais donc ici, vous faites finalement voilà, la même opération pour l'astéroïde. Par contre, ici, vous êtes contraint par la température du corps noir, c'est celle du Soleil, 5800 Kelvin. Et puis, vous allez pouvoir calculer voilà, votre éclairement spectrique donné par l'astéroïde. Voilà, et que vous allez pouvoir également intégrer. Et en particulier, vous allez pouvoir l'intégrer dans le domaine photopique et ici faire le calcul de la magnitude apparente de votre astéroïde. Et donc là, vous voyez, on tombe sur 11,9, mais vous pouvez faire varier voilà, le diamètre de l'objet. Et vous verrez la magnitude apparente de l'astéroïde changer. Voilà, donc tout ça pour, vous voyez, donc on sait calculer la magnitude d'une étoile, la magnitude d'un astéroïde, le raccrocher à des watts par mètre carré par stéradian par mètre de longueur d'onde ou à des photons par seconde par mètre carré par mètre de longueur d'onde. Et après ça, donc, faut que j'accélère. Donc, il y a effectivement la problématique du fond de ciel. Alors, le fond de ciel, malheureusement, il n'est pas du tout plat. Hein, vous voyez, on a un fond de ciel au sol. Quand on regarde la magnitude par arc seconde carré par 800 lunes, eh bien, vous voyez, voilà, on a un fond de ciel quand on est en altitude qui peut dépasser les magnitudes 22, mais on considère toujours, voilà, en gros, la magnitude 22, c'est un fond de ciel terrestre dans des sites de très, très bonne qualité. Et malheureusement, voilà, quand on va aller dans le vert, le rouge et l'infrarouge, eh bien, malheureusement, on va voir ce fond de ciel briller de plus en plus par un phénomène qui s'appelle le night glow, qui pourrait donner lieu à un autre cours, qui est la luminance atmosphérique liée au radical OH, qui est présent dans la très haute atmosphère terrestre. C'est en gros entre 100 et 200 km d'altitude qu'on a cette contribution qui vient nous perturber voilà, ce fond de ciel qui n'est pas du tout noir et qui devient de plus en plus lumineux.
Donc, vous pouvez avoir des modèles ou plus simplement, donc, vous pouvez utiliser le Sky Quality Meter, qui est vraiment un instrument remarquable et qui vous permet vraiment d'apprécier la luminance de votre fond de ciel. Et voilà, vous préparez une observation, vous connaissez votre site en fonction des phases de la Lune, de la pollution lumineuse, où vous êtes encore en conditions crépusculaires et vous pouvez accéder donc à cette luminance du fond de ciel en magnitude par arc seconde carré. Voilà, quand on le regarde de manière photonique, là, ce sont des courbes que j'avais développées pour un ancien contrat que j'avais eu de l'armée là, pour les matériels de vision nocturne. Et vous voyez, voilà ce qui se passe en fonction des phases de la Lune, de la luminance du fond de ciel, entre 400 nanomètres et 1 micron 2, et on va même jusqu'à 1 micron 8. Et vous voyez ce qui se passe, voilà, la contribution donnée par la Lune sur le fond de ciel. Et un ciel de nuit sans lune, c'est malheureusement, vous voyez, c'est la courbe là, qui est tout en bas en pointillé, hein, qui se relève. Alors, elle n'est pas du tout pratique, elle est quasiment à zéro. Et bien sûr, en adoptant une échelle logarithmique, ici, vous avez le nombre de photons par mètre carré par seconde par mètre de longueur d'onde. Hein, donc, la contribution du fond de ciel, en particulier ici, c'est le trait noir que vous avez ici, c'est la nuit sans lune avec l'éclairage des étoiles. Et donc, vous voyez, voilà, dans le visible, ce que l'on connaît, c'est on a à peu près des flux de l'ordre de 10 puissance 19 photons par seconde par mètre carré et par mètre de longueur d'onde. Et vous voyez, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on va vers 1 micron, et bien, on a quasiment gagné un facteur 10. On a augmenté un facteur 10 ce fond de ciel, on va vers 1,2, 1,6 microns, on a encore gagné un facteur 10, gagné façon de parler, mais on a un fond de ciel parasite. Voilà, donc vous allez pouvoir également, dans la feuille de calcul, rentrer votre magnitude limite, hein, la magnitude du fond de ciel par arc seconde carré. Hein, donc, pour un très bon fond de ciel, vous êtes à 22, magnitude 22 par arc seconde carré, un ciel, on va dire, un peu plus standard dans des zones françaises. On peut avoir magnitude 21, magnitude 20. Et donc, vous vous souvenez, magnitude 20, donc, ça veut dire 10 puissance 8 fois moins que la luminance, que l'éclairement donné par Vénus, et ça, donc, ramené à 1 arc seconde carré. Voilà, et donc, c'est ce que vous placez dans votre feuille de calcul, ici. Vous allez pouvoir donner, ici, voilà, le fond de ciel parasite dans votre feuille de calcul. Donc là, j'ai mis par exemple 20, mais on peut mettre voilà, une valeur plus importante ou plus faible, peu importe. Après ça, pour bien faire, on pourrait rentrer également l'altitude de votre site d'observation. Pour le moment, je n'ai pas encore renseigné cette fonction, mais si quelqu'un est passionné par ça, bien, écoutez, j'aimerais bien travailler avec lui pour effectivement, voilà, introduire l'impact sur la transmission atmosphérique et sur la luminance du fond de ciel de l'altitude. Mais après ça, donc, grandeur beaucoup plus importante à bien maîtriser, c'est la hauteur de la visée, hein, pour remonter à la masse d'air. Donc, bien sûr, voilà, dans la feuille de calcul, je rebascule dessus. Alors, où est-ce qu'elle est, voilà, par exemple, sur le spectre non, ici de l'étoile. Ici, donc, j'ai rentré la transmission atmosphérique entre le niveau de la mer et le zénith pour un trajet donc vertical vers le zénith. Mais bien sûr, on est rarement… Alors, ce modèle, c'est un modèle qui s'appelle l'Autran-Modtran, qui a été construit par la météo américaine dans les années 70 et qui a un code de calcul qui existe toujours, qui est remarquable parce qu'il vous permet de prédire la transmission de l'atmosphère dans des conditions standards de ciel clair qui nous intéressent, parce qu'on va rarement observer dans des conditions opaques ou de brouillard. Encore que, mais sachez que le code de calcul peut vous permettre de le faire. Mais ici, donc, j'ai mis le modèle Mid-Latitude Summer, le modèle été
région tempérée, et vous avez la transmission de l'atmosphère du niveau de la mer jusqu'au zénith. Et en fonction de la hauteur de visée, eh bien, vous allez calculer la transmission atmosphérique au travers de votre masse d'air. Et donc, par exemple, si vous regardez donc à 30 degrés au-dessus de l'horizon, eh bien, vous allez multiplier par 2 votre masse d'air. Donc, c'est l'inverse de cos θ. Donc, cos 60 degrés vous donne un facteur 0,5. Donc, vous allez multiplier par 2. Et donc, quand vous multipliez par 2 la masse d'air, en fait, la transmission atmosphérique ici va être mise à la puissance 2 au carré. Donc, voilà. Après ça, vous mettez la transmission de votre optique. Alors ça, c'est un calcul que je vous laisse faire. Donc, vous rentrez bien sûr votre diamètre d'optique. Vous rentrez ici la focale de votre optique et la transmission de votre optique en tenant compte, par exemple, de l'obturation centrale, des coatings que vous pouvez avoir. Mais songez que c'est rare d'avoir des optiques meilleures en global que 75% de transmission. Et puis, on continue l'opération dans la feuille de calcul. Vous allez définir votre capteur. Quel est le pas-pixel que vous avez? Quel est le rendement quantique crête donné par le constructeur? Quelle est la longueur d'onde crête de ce rendement quantique? Quelle est la longueur d'onde à mi-hauteur de ce rendement quantique de part et d'autre, à 50% vers les courtes longueurs d'onde et vers les grandes longueurs d'onde? Et grâce à ça, vous allez reconstruire la courbe de rendement quantique de votre capteur. Et c'est quelque chose que vous pouvez visualiser ici pour contrôler si ce n'est pas trop déconnant, entre 300 nanomètres et 1 micron-1 de longueur d'onde. Et vous allez générer, grâce à ça, donc, vous voyez la courbe du rendement quantique de votre détecteur. Vous pouvez également, ici, j'ai mis la provision, rentrer la courbe de transmission de votre filtre, si vous utilisez un filtre UBVRI. Voilà, et vous avez compris, là, tout est à 1, mais vous pouvez, voilà, à la mimine, rentrer la courbe de rendement quantique en fonction de votre longueur d'onde. Et grâce à ça, vous faites le produit de tout ça, et donc vous allez obtenir ici, finalement, des photons électrons par seconde et par mètre carré et par mètre de longueur d'onde que vous êtes censé pouvoir acquérir dans votre capteur silicium. Vous faites la somme de tout ça et vous en faites l'intégrale et vous avez le nombre d'électrons par seconde et par mètre carré que vous allez intégrer sur votre capteur. Voilà, donc vous avez compris, je vais à la fin de la présentation. Alors, je suis désolé, là, je vais essayer de les rétablir. C'est en changeant d'Excel, j'ai une courbe, parce que j'avais des spectres, je peux essayer de le changer. Comment je peux faire? Je vais essayer de changer. Voilà, ouais, je vais essayer de le faire ici. Voilà, il y a un truc qui s'est mal passé ici. Bon, je le fais en temps réel, hein. Vous voyez, c'est sans. Vous voyez, si pourtant c'est bien là. Alors j'ai un problème d'unité, c'est la mise en forme de l'axe. Oui, voilà. Je vais forcer. Ah, j'arrive pas à le voir. Ah, j'ai pas le droit sur Zoom. Ah, il y a une incompatibilité. Bon, je ne perds pas de temps, mais songez qu'ici, en fait, vous avez les courbes spectrales. C'est dommage, là, tout est. J'ai un bug et j'arrive pas à y accéder. Bon, c'est pas très grave. Mais donc, vous avez les courbes spectrales qui peuvent être très utiles pour comparer en particulier, voilà, l'éclairement de l'étoile, l'éclairement du soleil. Et puis demain, on mettra le spectre du fond de ciel pour effectivement peut-être choisir, est-ce qu'il est judicieux de prendre un filtre bleu ou un filtre rouge ou un filtre infrarouge? Est-ce que je peux maximiser, augmenter mon contraste lorsque je vais avoir mon occultation, l'astéroïde qui vient masquer mon étoile?
mais vous l'avez peut-être voilà, sur votre feuille de calcul. Et donc, voilà, tout se termine sur ce dernier onglet là qui s'appelle dépouillement. J'ai aussi un problème qui est en fait la 11e page de la feuille de calcul, où là se déroule, où vous avez le tableau de bord de vos résultats. Hein, et donc, ce qui peut être très intéressant, vous changez vos paramètres et puis vous retournez sur vos résultats et vous dites, bon, c'est bien, c'est pas bien. Et donc ici, vous allez calculer, oui, on n'a pas vu dans la feuille des hypothèses, également, vous allez calculer donc la tâche de diffraction, mais également vous rentrez le seeing. Hein, quelle est la largeur à mi-hauteur de vos étoiles? Est-ce qu'elles font une seconde d'arc, 2 secondes d'arc, ou est-ce que vous êtes dans un très bon ciel à 0,5 secondes d'arc? Et grâce à cette opération, ici, vous allez pouvoir apprécier au foyer de votre instrument le diamètre de votre tâche, que vous allez comparer à vos pixels et déterminer donc finalement quelle est la largeur de ma tâche liée à mon étoile. Et finalement, je vais intégrer en photométrie d'ouverture mon signal sur combien de pixels. Et combien de pixels j'ai intérêt à prendre pour faire mon fond de référence quand je vais faire ma photométrie d'ouverture. Voilà, donc là, vous avez des paramètres géométriques qui vous définissent finalement votre flux, sur combien de pixels vous avez intérêt à l'intégrer, hein, et également lorsque vous allez utiliser MuniWin ou Tangra, quel est le diamètre du cercle pour faire la photométrie d'ouverture et intégrer le flux issu de l'étoile. Et puis ici, donc, vous allez calculer donc, l'éclairement de votre étoile en électrons. Alors vous vous souvenez, j'avais changé mon étoile par une étoile de magnitude 0. Alors c'est un peu violent quand même, là on ne va pas se mettre dans cette situation-là, on va se mettre voilà, dans une situation peut-être qu'on connaît tous, voilà, lorsqu'on fait des occultations d'étoiles, eh bien on va plutôt se mettre, voilà, je vais vous proposer une étoile de magnitude 12 qui est voilà, en général une situation que nous propose Steve Preston là, pour ses prédictions d'occultation. Et donc, vous allez avoir ici, donc, vous voyez la magnitude 12 qui est bien reportée ici. Donc, l'éclairement en luxe, hein, le diamètre apparent en radians de votre objet. Et puis, ici, vous voyez le signal en photoélectron par trame. Alors, c'est vrai que je n'ai pas vu quelque chose avec vous de très important. C'est également une variable très importante. Ici, vous pouvez changer votre temps d'intégration. Et donc là, vous voyez, j'ai mis une caméra vidéo à 25 images par seconde. Je suis donc à 40 millisecondes. Mais c'est ce paramètre-là que vous pouvez changer en temps réel et regarder l'impact que vous avez sur votre signal sur bruit. Thierry, je peux t'interrompre? Oui, bien sûr. J'ai trouvé le bug dans le graphique. Ah, très bien, merci. Bah, écoute, alors, soit je prends la main en... Oui, vas-y, prends la main. Ce sera très bien. J'arrête. Et puis, vas-y, partage parce que je suis sur intéressant. Je pense qu'en fait, sur Excel, c'est un peu la même chose. Oui. Attends, je prends le partage d'écran. Pouf, partager. C'est super, Jean-Baptiste. En plus, tu démontres voilà, qu'en temps réel, vous pouvez vous approprier cette feuille de calcul. Et on va pouvoir travailler avec cet après-midi. Voilà, donc voilà. En fait, l'erreur se trouve dans la valeur de l'axe Y ici, oui. Sur ton tableau à toi. C'était simplement le titre de la colonne qui était oui, 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 bien sûr. Que moi, j'ai rétabli ici, j'ai rétabli l'ensemble des données sur l'axe Y. Oui, parce que j'ai deux titres. En fait, il y a un titre et puis en dessous, voilà. il y a le résultat, ça donne ça. Voilà. Donc, en fait, peut-être que sur l'astéroïde, j'ai la même chose. On peut essayer de le corriger en même temps. Oui, voilà. Bah, donc, si tu y arrives, ce sera très bien. Alors là, c'est terminé pour ça. Voilà. Donc, je reviens maintenant ici. Voilà. Modifier les données de référence. Je reviens sur le tableau. Normalement, voilà. Il ne se passe rien, en fait. Alors, attends. Disposition graphique. Il faut que tu arrêtes le partage d'écran, peut-être.
Ben non, parce que je le fais en direct, là. Et tu le fais en direct, bah, tu es plus fort que moi. C'est Euh, super. Mais voilà, ici, on a... C'est la même chose. On a ici, en X, on voit très bien la colonne qui est ouais. en Et c'est le, surluminance. et c'est Et le en Y, titre. on a juste le titre qui est là. Et donc, si je fais ça, non, il faut que je récupère. Alors, axe, non, c'est pas ça. Où est-ce que c'est? Valeur X, non. Série, c'est dans série, voilà. Valeur X, valeur Y, apparemment, il n'y a rien. C'est ça qui est curieux. Bon, Bon, écoute, écoute, enfin, en tout cas, le problème, il est là. Je vais non, essayer non, et puis je suis d'investiguer passé un peu pour d'Excel la suite. 97 à Excel 2014 et il y a un bug dans les unités entre les deux, entre des versions d'Excel successives et c'est en changeant de Supprimer les PC là pour la séries. Ouais. présentation que Bon, là, ah, voilà, ça y est, j'ai supprimé les séries. et, et miracle et non. Bon, enfin, Parce qu'en fait, il faut que je vire ça et ça. Pourquoi il me le prend ici, là? Je vire ça. Alors, Y, si je prends ça, et valeur X, je prends ça. Et est-ce bon, que ça rétablit les choses sur le spectre signal astéroïde? Non, bon, ça ne marche pas. bon ben, Bon, il y a un truc à voir, mais enfin, je vais investiguer là-dessus pour la oui, suite. ben je le ferai pendant le déjeuner également au moment du Voilà. café, puis je vous montrerai la courbe parce que les deux courbes sont, enfin, voilà, avoir l'astéroïde et l'étoile, Voilà la courbe en étoile. c'est très intéressant parce que là, vous avez une étoile qui est relativement froide, qui rayonne pas mal dans l'infrarouge. Et puis, bien sûr, les astéroïdes ont un corps noir, une température de couleur beaucoup plus chaude. Et donc, tout ça, ça peut voilà, motiver des choix de filtres et également pour le fond de ciel. Voilà, bon, bah, Je si te rends la main. tu me rends-moi la main et comme ça je vais terminer parce que bien sûr j'ai débordé, je suis toujours voilà, trop bavard, mais voilà. Donc ici, pour terminer, donc ici vous voyez, vous avez voilà, l'éclairement de l'étoile. Et voilà, donc ici vous avez votre rapport signal sur bruit photonique, là qui est de 40 en l'occurrence. Et puis également, dans la feuille de calcul, vous avez pu rentrer le bruit électronique de votre capteur, le bruit de lecture ou le bruit d'obscurité. Hein. Donc, c'est vraiment la racine de la fluctuation qui va rentrer en compte. Et bien sûr, vous allez faire la somme quadratique de ces bruits. Et grâce à ça, vous allez pouvoir, voilà, donc d'une part faire le calcul du rapport signal sur bruit photonique et le rapport signal sur bruit total en tenant compte du bruit de votre capteur. Et ça, c'est pour l'étoile. Vous faites la même chose pour l'astéroïde. Vous faites la même chose également pour l'éclairement du fond de ciel. Et ça pourrait donner l'objet également d'un autre cours. C'est comment finalement on peut s'arranger pour que le bruit électronique du capteur devienne négligeable devant le bruit du fond de ciel. Mais la somme de tous ces bruits photoélectriques, malheureusement, donc, s'additionne de manière quadratique. Et bien sûr, lorsqu'on fait une occultation, votre signal, c'est finalement l'amplitude de l'étoile. Et l'astéroïde va être un parasite, va atténuer le contraste. Et c'est malheureusement le cas qu'on a eu, par exemple, l'an dernier, quand on a eu l'occultation d'une étoile par Vesta. Vesta était beaucoup plus brillante que l'étoile. Et finalement, l'amplitude, le contraste de l'occultation était très faible. Et c'était vraiment très intéressant de jouer cette feuille de calcul pour voir finalement voilà, l'amplitude de mon signal qui est associé à celui de l'étoile. Eh bien, est-ce qu'il me donne voilà, un contraste suffisant pour mon rapport signal sur bruit. Voilà. Et donc, ici, voilà, en finale, pour une occultation, vous pouvez utiliser voilà,
Voilà. Et puis par contre, quand vous faites, comme dans le cadre d'une occultation, vous allez additionner la magnitude de l'étoile et la magnitude de l'astéroïde. Bien sûr, on ne peut pas faire une addition directe, vous pouvez additionner seulement les éclairements. Eh bien, c'est cette opération qui est faite par cette ligne-là. Vous voyez qu'une étoile de magnitude 12 plus un astéroïde de magnitude 14, ici, nous donne un objet qui fait magnitude 11,84, donc un peu plus brillant que notre étoile. Donc, ça peut améliorer un petit peu notre rapport signal sur bruit sur notre signal de référence, qui est pourtant accroché à notre étoile. Voilà, donc je termine ma présentation. J'ai été trop long, mais vous avez pigé comment fonctionne cette feuille de calcul et puis comment donc on pourrait améliorer les choses d'une manière plus fine pour rentrer spectralement le fond de ciel. Mais ce fond de ciel, donc sa magnitude limite, vous savez, il vous est donné par l'atlas de Fabio Falci, là, qui a été réédité en 2016. Hein, donc voilà, quand alors vous avez ici la carte de France, voilà, de Fabio Falci. Hein, vous avez un code couleur qui est ici et vous déterminez la position de votre observatoire dans ce code couleur. Et puis dans ce code couleur ici, voilà, vous pouvez raccrocher dans cette table la magnitude par arc seconde carré. Ici de la pollution lumineuse et ici celui de la pollution lumineuse plus la contribution, la luminance du fond de ciel qui ici est donné à 21,6 et Fabio Falci l'a monté à 22, donc peut-être un peu plus applicable dans le cas lorsqu'on est en haute montagne. Mais donc voilà, je suis dans le vert. Eh bien, finalement, j'ai un fond de ciel qui varie entre 20,9 et 21,3. Je suis dans le vert ou au bord du bleu, comme c'est le cas de mon site d'observation. J'ai un fond de ciel qui est à 21,3. Donc, voilà, c'est ce que vous pouvez décrypter sur ce... Et vous rentrez ce fond de ciel dans votre feuille de calcul. Voilà, la courbe de la transmission atmosphérique que j'ai rentrée de l'Autran, vous l'avez ici, à très haute résolution spectrale. Et vous voyez en particulier ces bandes d'absorption atmosphérique hein, qui vont nous donner ce chahutage de la courbe de réponse de corps noirs là, de nos étoiles que vous avez ici. Une chose intéressante, si vous voulez simuler votre transmission atmosphérique, il y a un truc qui est très simple à faire. Si vous avez un bel observatoire avec un horizon dégagé, eh bien dites-vous qu'un trajet horizontal de 8 km au niveau de la mer, eh bien, ça équivaut au trajet atmosphérique depuis le sol jusque dans l'espace, hein, en compensant bien sûr la chute de pression lorsqu'on s'éloigne en altitude. Donc vous pourriez tout à fait, vous voyez, vous faire une étoile de magnitude 0 au niveau de la mer en prenant une lampe avec un filament de tungstène que vous avez peut-être naturellement en regardant la lampe qui éclaire la salle de bain de votre voisine qui est à 8 km. Et donc ça peut vous faire une source de référence très intéressante pour vous étalonner et jauger la transmission de l'atmosphère. Voilà, bon, et puis pour le télescope, vous avez compris, hein, vous rentrez le diamètre, le foyer, on détermine grâce à ça la tâche de diffraction, mais tout ça, ça pourrait donner lieu à un autre cours, c'est comment on optimise le pas du pixel par rapport à la tâche de diffraction ou à la tâche de signe, et combien il est important voilà, de suréchantillonner notre tâche de diffraction pour ne pas avoir des bruits qui proviennent simplement de la position de l'étoile par rapport au pixel. Hein, il faut vraiment que le pixel soit en général beaucoup plus petit que notre tâche image. Voilà, j'en arrête là. J'ai trop parlé, c'est ma conclusion. Et puis voilà, éventuellement si vous avez des questions, mais j'ai envie d'arrêter là. Et puis voilà, la dernière idée sur laquelle on pourrait phosphorer cette année, c'est se raccrocher à Gaïa et se raccrocher au système photométrique de Gaïa. On pourrait vraiment arrêter d'utiliser UBVRI
et c'est se raccrocher à la bande bleue, à la bande R et à la pleine bande de Gaïa. Je ne sais pas si Marc Serrault est dans la salle, là, mais il pourrait nous en parler, comme je sais qu'il travaille activement sur l'exploitation de DR3 et nous le rendre accessible dans Carte du ciel ou dans Prisme. Voilà, j'en ai terminé. Merci de votre attention.